Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce troisième atelier live RH proposé par AEF Info, complémentaire aux dépêches que nous publions, qui est consacré aux conditions sociales du retour à une activité normale ou réduite. Après le premier atelier jeudi 28 mai, relatif au chômage partiel et aux politiques de temps de travail et de congé, et le deuxième atelier, mercredi 3 juin, sur les impacts de la pandémie sur les politiques de rémunération. 3 objectifs aujourd'hui sur un format d'1 heure. Premièrement, identifier les pratiques très diverses des entreprises en matière de conditions de reprise, reprise dans des conditions sanitaires strictes à travers un benchmark des dispositions négociées dans les accords d'entreprise ou concertées dans le cadre des plans de reprise. Benchmark réalisé avec l'aide de la rédaction d'AEF Info et qui vous sera envoyé dans la journée, tout comme les accords mentionnés. Deuxième objectif, illustrer nos discussions à partir de 2 témoignages, celui d'un directeur des relations sociales, Vincent Maquis, et d'un responsable syndical, Luc Deseine, que vous voyez à l'écran et qui vont se présenter dans une poignée de secondes. Troisième objectif, dessiner des pistes de réflexion sur les enjeux à moyen terme. Sur la droite de votre écran, dans l'onglet questions, vous pourrez poster vos commentaires ou vos questions tout au long de l'atelier. Je les relayerai et l'onglet sondage permettra de vous solliciter sur une question avec un résultat instantané. N'hésitez pas à participer activement. On va à présent découvrir nos 2 intervenants et je vais leur demander de se présenter en quelques mots et de présenter leur société en quelques chiffres clés. Alors on commence par vous, Vincent Maquis. Bonjour. Bien, bonjour, merci pour cette introduction. Je suis le directeur des affaires sociales de Safran. Safran, c'est un groupe aéronautique qui est un équipementier travaillant dans l'aéronautique civile principalement, mais aussi militaire, groupe français. 24 milliards de chiffre d'affaires en 2019, environ 90 000 collaborateurs dans le monde, dont à peu près la moitié en France, 44 000 en France. Notre activité est portée pour moitié par ce qu'on appelle la propulsion aéronautique, c'est-à-dire la fabrication de moteurs et de réacteurs d'avions et d'hélicoptères. Notre gros marché étant l'aéronautique civile et nous fournissons les moteurs des Airbus A320 et du Boeing 737 comme principaux produits, mais également les trains d'atterrissage, le câblage, une partie de l'avionique, etc., etc. Et puis nous avons acquis il y a 2 ans une activité d'intérieur d'avion, de cabine, de galets, de sièges, en rachetant le groupe Zodiac. Donc nous sommes un équipementier complet, implanté dans 27 pays, avec, je vous l'avais dit, la moitié de notre activité en France. Voilà. Parfait. Et on verra, c'est particulièrement intéressant, vous avez à la fois signé un accord d'entreprise qui était plutôt dense et assez détaillé, mis en place une concertation assez régulièrement pour assurer un retour, non pas à la normale, mais à une activité réduite, parce que c'est une autre des particularités. Votre secteur d'activité est très fortement impacté par la pandémie. Luc Deseine, bonjour. Alors, quelques chiffres clés pour présenter le groupe Caisse des dépôts et consignations et la Caisse des dépôts elle-même. Bonjour à tout le monde et merci de m'avoir invité à ce débat. Donc, je suis Luc Deseine, secrétaire général de l'UNSA, syndicat autonome au niveau du groupe Caisse des dépôts. Alors, la Caisse des dépôts, c'est une entreprise publique, une administration centrale, voilà, mais composée aussi au niveau du groupe d'un certain nombre de filiales, comme la CNP, la BPI, Banque publique d'investissement, la Compagnie des Alpes, CDC Habitat, et les gens passent. Donc, le cœur de la Caisse des dépôts, c'est 6 000 personnes, composées de personnel public et privé. C'est son originalité. Donc, 3 500 fonctionnaires et 2 500 privés. Puis après, nous avons toutes les entités que j'ai décrites qui peuvent monter jusqu'à 30 000 personnes, plutôt des salariés privés, avec des activités différentes, hein, bien sûr de l'assurance aux prêts bancaires, voire au logement social avec CDC Habitat.
Et donc, j'interviendrai aujourd'hui principalement sur les sujets propres à la Caisse des dépôts et consignations, donc qui est un acteur essentiel dans le paysage aujourd'hui au niveau de la relance économique, par exemple sur le plan de soutien au tourisme qui a été annoncé par le Premier ministre. La Caisse des dépôts est un acteur majeur pour soutenir cette activité, mais je pourrais dire aussi dans d'autres domaines. Donc j'interviendrai, comme je disais, principalement sur la Caisse des dépôts, puisque le dialogue social chez nous se fait dans l'ensemble des entités, mais qui est un dialogue social différent en fonction des filiales et de l'établissement public. Merci. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez signé 2 accords et participé activement à la concertation autour du plan de reprise qu'on va évoquer dans quelques minutes. Alors, Vincent Macchi, pour bien planter le décor, est-ce que vous pouvez nous tracer en 2-3 minutes, assez rapidement, les principaux faits marquants depuis le 16 mars, depuis l'annonce du confinement, les principales étapes, et nous dire aujourd'hui, à date, quelle est la proportion de salariés sur site, en activité partielle, au chômage partiel, en télétravail et absents? Alors, la particularité donc, de ce que nous avons vécu, c'est qu'effectivement, comme tout le monde, nous avons arrêté notre activité dès le début du confinement, mais nous avons une activité industrielle principalement. Nous avons des usines en France et dans le monde. Et cette activité s'est certes considérablement ralentie, quasiment à l'arrêt, mais néanmoins, nous avions besoin de continuer à maintenir un petit volant d'activité. Donc, nous avons fermé pendant une semaine, en gros, le temps de mettre en place des protocoles adaptés, qui soient des protocoles de désinfection, sécurité sanitaire, de façon à ce que nous mettions en sécurité nos salariés partout dans le monde au plus haut niveau, au meilleur niveau. Et en tout cas, pour ce qui concerne la France, nous avons dans nos usines repris une petite activité à hauteur de, on va dire, 10% en gros de présence sur site, mais essentiellement une activité industrielle de production et de maintenance. Toutes nos activités tertiaires ont été à l'arrêt. Nous avons, en France, mais aussi dans le monde, atteint un niveau de chômage partiel d'environ 50% d'activité partielle. Et nous avons évidemment massivement eu recours au télétravail pour nos activités administratives et tertiaires. Donc, à ce jour, quelles sont grosso modo les grandes proportions de salariés sur site, en activité partielle et en télétravail? Alors, on est redescendu en activité partielle. Alors, je vais parler de la France principalement. On est redescendu à environ 30% d'activité partielle. Sur site, nous avons entre, on va dire, un petit 20% de personnel. Et puis le reste, soit en télétravail, soit en congés normaux ou les congés exceptionnels que nous avons vu apparaître. Voilà, donc une particularité, c'est que notre activité industrielle aéronautique, il s'agit de ça, est très très fortement impactée. Vous avez vu l'arrêt total du trafic aérien. Nos clients sont des avionneurs, nos 2 clients principaux, Boeing et Airbus, sont quasiment à l'arrêt, en tout cas une baisse massive, et les compagnies aériennes elles-mêmes sont à l'arrêt. Donc nous sommes dans une situation où toute la chaîne s'est arrêtée. Et donc, nous devons, et on en parlera plus tard, je pense, faire face industriellement et donc socialement à cette particularité qui est plus qu'un trou d'air, qui est un passage à vide. Alors, on évalue à 30 à 40% la baisse d'activité pour les mois et années à venir. Ce qui est important, c'est colossal. Et ça fait suite, en plus, dans notre activité, à une période de croissance et de prospérité qui était très marquée ces 10-15 dernières années. Donc, on se retrouve là dans une situation tout à fait à l'opposé de ce que nous avons vécu jusqu'au mois de mars. Oui, et effectivement, on le verra avec vous. On verra comment vous avez géré les premiers mois et comment vous comptez gérer les mois suivants, parce que vous nous disiez en préparant cette séquence que la reprise pour Safran et pour le secteur plus globalement, elle est plutôt estimée à horizon 2022, pour donner une petite idée du retour à la normale envisageable. Elle est dans le scénario le plus optimiste envisagé à l'horizon 2022. Maintenant,
les scénarios vont jusqu'à 2026 pour une reprise. Donc, si vous voulez, on est également dans une situation de grande incertitude. Grande incertitude que partagent les deux avionneurs que j'ai cités, et qui se double d'une crise majeure que connaissait Boeing dans l'aéronautique avec l'arrêt de production du modèle phare, le 737 MAX, qui déjà avait impacté notre secteur depuis 2019. Donc on est dans une crise avec deux niveaux, la crise du transport aérien étant maintenant la crise majeure. Merci pour ce cadrage général. Juste avant de passer la parole à Luc Deseine, je rappelle aux participants que vous pouvez, dans l'onglet questions, poster soit vos commentaires, votre témoignage, ou encore vos questions. Et dans l'onglet sondage, on vous sollicitera tout à l'heure, mais voilà, je vous indiquerai la marche à suivre. Alors, Luc Deseine, même questionnement que pour Vincent Macchi. Quels ont été vraiment à grands traits les faits marquants pour la Caisse des dépôts et consignations depuis la mi-mars, et où en êtes-vous aujourd'hui en termes de poursuite d'activité sur site, en télétravail, avec, dans votre cas, aucun recours au chômage partiel? Oui, tout à fait. Le choix qui a été fait par la direction générale et en concertation avec les organisations syndicales a été, dès le 17 mars, de maintenir l'activité de la Caisse des dépôts, de placer 98%, je dirais, des personnels en télétravail. On appelle ça le TOD chez nous, travail à distance, occasionnel à distance, mais qui s'est traduit du coup par un travail journalier à distance. Voilà. Alors, il faut dire que nous sommes pratiquement dans nos métiers tous équipés d'une informatique portable, ce qui a permis de le faire assez rapidement. Donc, il n'y a pas eu d'arrêt en définitif dans les missions des personnels, puisque dès le 18 mars, pratiquement tout le monde pouvait travailler de chez soi. Alors, je dis pratiquement parce qu'effectivement, on a à peu près 15% de la population qui n'était pas équipée, notamment sur un secteur important qui est notamment le secteur des retraites au niveau de la Caisse des dépôts, ce qui fait qu'il y aura une réflexion, bien évidemment, pour équiper 100% du personnel des outils informatiques désormais. Donc après, la Caisse des dépôts et ses sites, en Ile-de-France et ses principaux sites en région et à Bordeaux et Angers, ont été quasiment fermés et sont restés ouverts en gros pour une maintenance avec quelques personnes qui venaient, et je peux vous donner un chiffre qui se situe aux alentours de 100 personnes à peu près par jour sur l'ensemble des sites. Voilà. Donc du coup, on est toujours dans cette situation aujourd'hui, même si depuis le déconfinement annoncé, on a une petite reprise, mais vous pouvez dire entre 200 et 300 personnes peut-être, par rapport à 6000, vous voyez que c'est toujours assez faible. Donc ça, c'est sur la manière de travailler, ça a été des changements profonds, on en reparlera tout à l'heure, bien évidemment, de ce travail à distance. Sur l'activité, j'ai tendance à dire, c'est peut-être par rapport à mon collègue de Safran, différente. C'est-à-dire que nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est que l'activité non seulement a été maintenue, mais peut-être développée, parce que, bon, en fonction des métiers qui sont exercés à la Caisse des dépôts, il fallait s'adapter et répondre. Alors, je pense notamment aux aides aux collectivités locales, etc. On a eu un travail qui a été beaucoup de soutien, de développement, de continuer à faire des prêts. Sur la partie prêt, on a eu par exemple aussi sur la partie retraite que j'évoquais à l'instant, il a fallu maintenir bien évidemment le renseignement à toutes les personnes qui puissent bénéficier d'une retraite, payer les retraites aussi, continuer sur une partie, en tout cas sur toutes les retraites que la Caisse des dépôts paye, et puis je pourrais démultiplier aussi sur le CPF, compte formation professionnelle, où là on a même développé une application en plein confinement, donc pour que la formation puisse continuer dans le pays. Voilà, donc je pourrais développer évidemment tous les métiers, mais ce n'est pas l'objet. En tout cas, nous, c'est plutôt activité accrue et soutenue. C'est ça, et vous avez géré pendant la période avec la direction, les autres organisations syndicales, vous avez signé 2 accords
l'UNSA, donc vous êtes la première organisation dans le groupe, et à la CDC. Deux accords, l'un sur les congés plutôt classiques, l'autre sur les primes. Un mot sur ce deuxième accord sur les primes, parce que finalement, on peut considérer que c'est en lien avec notre thématique de reprise dans des bonnes conditions à partir du moment où de nombreux responsables syndicaux, de nombreux DRH, DRS considèrent que la qualité de la reprise, l'efficacité de la reprise est aussi liée à la capacité de mobilisation des personnels et de reprise en toute confiance. Et la reconnaissance des efforts des personnels peut participer à cette confiance. Cet accord prime prévoit deux types de primes qui peuvent aller jusqu'au plafond légal tout nouveau de 2 000 €. Expliquez-nous, Luc Deseine. Oui, si tu le permets, Nicolas, je reviendrai juste une seconde ou deux sur l'accord congé, qui est très important parce qu'on n'a pas l'habitude de signer des accords congés chaque année. Il y a des règles de congés très classiques. Là, il a fallu signer un accord. Ça a été une négociation qui a pris quand même 2 semaines pour non seulement voir comment on pouvait prendre des congés sur la période de confinement, mais surtout pour baliser des règles des règles de droit sur la possibilité de prendre des congés sur la période d'été, au moins sur 2 semaines, voire une 3e semaine. Et ça, c'était lié aussi à l'activité qui est, comme je le disais, croissante dans nos métiers. Donc, c'était important pour la direction d'avoir un accord qui permette aussi aux managers de pouvoir attribuer des congés, mais aussi, surtout, nous, côté syndical, d'avoir une garantie que les personnels puissent aussi, après cette période, bénéficier de congés de 2 semaines à 3 semaines sur toute cette période d'été. Voilà, donc c'est un accord qu'on qualifie, nous, à l'UNSA, de gagnant-gagnant. Et c'est vrai qu'effectivement, les configurations, on le verra tout à l'heure, en matière de congés pendant la période d'été, et donc d'organisation de la reprise, les configurations sont extrêmement diverses. Il y a ce deuxième accord qui institue 2 primes. Quelles sont vraiment, à très grands traits, là encore, les modalités? Oui, alors là, le deuxième accord est signé aussi. Désormais, donc, je peux vous donner les résultats. Il était parti d'une reconduction de la prime PEPA, pouvoir d'achat dite prime Macron, en tout début d'année, donc avant le Covid. Et cet accord traînait un petit peu en longueur sur l'attribution d'une prime, en gros, sur les rémunérations les plus basses, c'est-à-dire inférieures à 3 SMIC. Puis est arrivé le Covid-19. Et donc, on a élargi cet accord, d'ailleurs, suite à la loi d'urgence et aux décisions prises par Bruno Le Maire, qui a monté en définitif l'exonération des primes sur, dite la prime Macron, jusqu'à 2 000 €. Donc, nous, on a signé un accord qui est à 3 étapes. Donc, un premier accord qui est pouvoir d'achat, qui donne des primes de 250 € à 1 000 € pour les personnels qui sont en dessous de 3 fois du SMIC. Alors, en gros, à la Caisse des dépôts, c'est à peu près 50% des effectifs. Voilà, je vous donne ce chiffre. Puis, on a mis un accord lié au Covid-19 dans le même accord, avec 2 étages. Le premier étage, ça a été de donner une prime de 1 000 € pour les personnels qui sont venus travailler au moins 10 jours sur les sites. Voilà. Donc là, en gros, on pense que ça va tourner sur 200, 250 personnes. On n'a pas encore les chiffres à ce jour-là. Deuxième étage. Et le troisième étage, c'est pour, entre guillemets, aussi faire un effort vis-à-vis de tous les personnels qui ont travaillé en travail à distance. Et là, on a utilisé le levier de monter l'intéressement. On a un intéressement chez nous qui est à 7,25. Et donc, dans la négociation, on a obtenu cette année 0,50 supplémentaire. Donc, on passe à 7,75. Et ça sera pour l'intégralité des personnels. C'est ça, l'épargne salariale représentant 7,75% de la masse salariale. Vincent Macchi, alors Luc Deseine parlait d'étages. Vous avez, signé un accord avec 3 de vos organisations syndicales, 3 sur 4, un accord qui prévoit justement 2 étages de solidarité. Expliquez-nous. C'est un accord que nous avons voulu effectivement placer sous le signe de la solidarité et qui consistait à regarder comment indemniser mieux les salariés en activité partielle, ceux qui étaient à 70% de leur rémunération. Et
nous avons dans la métallurgie une particularité, c'est que les salariés en forfait jour cadres, donc, qui sont en activité partielle, voient leur rémunération maintenue à 100%. Donc, il s'agissait de dire, pour maintenir une solidarité entre salariés, regardons comment transférer des jours de congé des uns, ceux qui sont à 100%, vers les autres, ceux qui sont à 70% du brut. Et donc, nous avons, dans cet accord, prévu un jour de congé prélevé qui permettent, suivant un barème dont je ne vais pas donner le détail ici, mais d'améliorer la rémunération des premiers niveaux de salaire de ceux qui étaient en activité partielle, à 70%. Donc ça, c'est un premier étage avec un don de jour qui de concerne les personnels, les cadres, au forfait jour, au forfait heure, qui sont eux-mêmes concernés par le chômage partiel. Ça, c'est obligatoire, c'est un jour, c'est inscrit dans votre accord. Et puis, il y a une incitation, et c'est le deuxième étage. Voilà, et le deuxième étage, donc c'est l'incitation qui vise à ce que les salariés, tous les salariés qui le souhaitent, puissent donner eux-mêmes des jours de congé pour alimenter ce fonds de solidarité et, suivant ce qu'aura rapporté ce fonds de solidarité, redistribuer à nouveau aux salariés qui sont en activité partielle, et parmi les premiers niveaux de salaire par exemple, mais pas seulement, améliorer la prise en charge. Alors je ne peux pas vous dire aujourd'hui où nous en sommes, puisque le don de jour est toujours ouvert et que les salariés contribuent, mais c'est de l'ordre de 3 jours, 4 jours, voire plus de 5 jours pour certains, qui sont mis dans ce fonds et qui, au mois de juillet, feront l'objet d'une répartition. La répartition que nous allons discuter avec les partenaires signataires de cet accord, c'est comme ça que nous avons prévu de le faire. En fonction de ce qu'aura rapporté le fonds, nous allons voir comment améliorer la répartition que nous avions prévue initialement. Alors, merci à tous les deux pour ces éléments. Et avant d'évoquer la manière dont dans vos deux entreprises, la reprise aujourd'hui se fait progressivement, on va solliciter les participants. Alors, je vais vous demander d'aller dans l'onglet « Sondage ». En haut à droite, vous cliquez dans l'onglet « Sondage » et on va vous adresser une première question sur le recours au télétravail. Le recours au télétravail étendu doit-il être maintenu dans les prochains mois, au moins durant l'été? 3 possibilités, oui, non, je ne sais pas. Donc voilà, vous pouvez cliquer et voter en direct et le résultat sera instantané. Donc sur cette question par rapport au recours au télétravail, dont on constate que dans énormément d'entreprises, il a été généralisé à des catégories qui jusque-là parfois n'étaient pas éligibles. Et on le verra peut-être avec vous tout à l'heure, mais ça peut être une des thématiques fortement présentes dans l'agenda social des prochains mois des directions d'entreprise et des organisations syndicales. Voilà, donc le vote est en train de se faire et on constate pour l'instant sur les premiers résultats que la réponse est à l'unanimité oui, maintien du télétravail durant l'été. Alors je vais vous livrer à présent des éléments de benchmark sur ce qu'on trouve en matière de reprise dans les accords d'entreprise, dans les plans de continuité d'activité ou dans les plans de reprise. Et puis je vous laisserai réagir, nos deux intervenants bien sûr et les participants à ce benchmark. Alors de nombreuses entreprises conservent un recours élevé au télétravail, on l'a vu, avec souvent un étalement des retours sur site jusqu'à l'été, parfois jusqu'en septembre, voire au-delà, notamment dans les grandes agglomérations en lien avec les transports, avec aussi des retours d'équipes en alternance, etc. L'accord de ST Microelectronics liste les catégories prioritaires pour le retour sur site et organise l'ordre des retours. D'abord la production, puis la R&D et enfin les fonctions de support avec des alternances d'équipe. Le plan de reprise d'AG2R La Mondiale institue une proportion maximale de 25% de collaborateurs sur site. Le plan de Pôle emploi prévoit des plafonds de nombre d'agents et d'usagers par site. Les conditions de reprise peuvent susciter de fortes oppositions. Quelles sont les mesures de protection? Quelle proportion de salariés sur site? La reprise se fait-elle sur la base du volontariat ou est-elle obligatoire?
les organisations syndicales ont pu parfois déclencher des droits d'alerte pour dangers graves et imminents ou encourager au droit de retrait. Exemple, dans les magasins Pimki, 2 droits d'alerte pour dangers graves et imminents ont été déclenchés fin mai. Les organisations syndicales à l'origine de cette initiative déplorant des masques non conformes, l'absence de plexiglas aux caisses, des problèmes d'effectifs et de non-adaptation d'horaires pour faire face aux fortes affluences. L'absence de neutralisation des absences, précisément liées à la pandémie, salariés malades, aidants, garde d'enfants, l'absence de neutralisation sur des éléments de rémunération, l'épargne salariale, les primes de présence, etc., a pu aussi alimenter le ressentiment des organisations syndicales et entretenir la défiance, idem parfois concernant l'information sur le nombre de cas de salariés atteints ou présentant des symptômes. Deuxième élément, la qualité du dialogue social qui est primordial pour une reprise en toute confiance. Les usages constatés dans de très nombreuses entreprises font apparaître une fréquence élevée de réunions d'information et d'échanges, et également d'infoconsultes, bien sûr, dans le cadre des instances. L'accord de Renault prévoit des négociations locales paritaires entre direction, organisations syndicales et services de santé au travail. L'accord unanime de Thales se double d'un question-réponse pratico-pratique élaboré paritairement et actualisé régulièrement. Un certain nombre d'accords autorisent les organisations syndicales à publier davantage de communication pendant la pandémie ou à communiquer davantage par voie électronique, tandis que certaines sociétés ont refusé de déroger aux règles habituelles de communication. Troisième élément, l'accompagnement à la reprise se fait beaucoup sur les aspects sanitaires. Les discussions avec les organisations syndicales et les élus ont souvent été très nombreuses, très techniques, pour identifier les problématiques opérationnelles. Exemple, la concertation à LCL entre la direction et les organisations syndicales aboutit à 3 mesures pour sécuriser la reprise dans les agences bancaires, des plexiglas et des masques systématiques, des SMS envoyés aux clients rappelant l'obligation du port du masque lors des rendez-vous, et une jauge sur la capacité d'accueil de chaque agence affichée à l'entrée. Il y a de multiples exemples. Le groupe Rocher, de manière plus atypique, a fait appel à un prestataire externe pour concevoir des tutoriels sur les gestes barrières. 5 thèmes, 35 gestes barrières avec des mises en situation et des quiz entre 30 et 60 minutes à faire absolument avant de reprendre le travail. L'accord de Safran met en place des sentinelles préventeurs et on entendra Vincent Maki là-dessus. Il s'agit d'une nouvelle mise en place et de salariés de fonctions opérationnelles. L'accord de ST Microelectronics évoque des visites de site par les CSSCT, des tutoriels de préparation au retour sur site, des masques pour tous, la prise de température. L'accord de Valeo multiplie les mesures de protection et crée en plus des comités santé par pays et prévoit plusieurs audits en lien avec les IRP, audits d'application du protocole de sécurité renforcé par établissement avec les membres du CSE lors du déploiement, puis audit régulier par établissement et enfin audit interne HSE. Quatrième élément, l'accompagnement à la reprise se fait aussi sur des aspects managériaux, au-delà des mesures sanitaires et de contrôle. Alors très peu d'accords, à vrai dire, évoquent cette dimension. On la retrouve plutôt dans les plans de reprise ou dans les consignes des directions. L'accord unanime de Nexens prévoit des formations sur le management à distance et les RPS. L'accord d'Atos indique que les managers doivent appeler les salariés en chômage partiel 2 fois par semaine, brièvement au téléphone, pour les tenir informés et évoquer la suite avec eux, afin de ne pas couper le lien et de faciliter la reprise. Autre élément, l'information et l'écoute des salariés. C'est en fait la capacité à questionner les salariés sur leur état d'esprit. Un certain nombre d'entreprises ont mis en place des questionnaires adressés par mail, des enquêtes de climat social pour recueillir l'avis des salariés. Les partenaires sociaux de Nexens, à nouveau, sont convenus de procéder à des enquêtes sur plusieurs semaines et d'échanger sur les résultats. Soprasteria a envoyé un questionnaire à ses 13 000 salariés. La moitié ont répondu. 91% des répondants souhaitent poursuivre le télétravail et reporter leur retour sur site. Le plan de reprise de la Caisse des dépôts indique qu'un sondage climat social pour anticiper la reprise est en réflexion. On demandera à Luc Dessen ce qu'il en est. Dernier élément, comment gérer les prochains mois
la sous-activité, le retour à une activité normale ou la suractivité. Dans certains secteurs durablement impactés par la crise, comme l'aéronautique, l'automobile, des négociations sont en cours avec les pouvoirs publics dans les entreprises pour gérer la sous-activité des prochains mois, voire des prochaines années. Ainsi, l'État planche sur un dispositif permettant aux entreprises de réduire le temps de travail jusqu'à 40% avec une prise en charge publique. C'est une proposition des partenaires sociaux de la métallurgie. Et puis, avec la possibilité aussi de proposer des plans massifs de formation, on y reviendra. Alors que jusqu'à aujourd'hui, on trouve assez peu de références à la formation dans les accords d'entreprise. C'est plus l'exception que la règle. Et ce sont surtout des modules courts en e-learning pour les salariés qui le souhaitent. Contre-exemple, pour terminer ce benchmark, à EDF, l'accord unanime signé avant-hier, le 3 juin, comporte des mesures destinées à augmenter le niveau d'activité dans les prochains mois pour rattraper le retard pris, des congés d'été moins longs, des reports de congés, un déplafonnement du compte épargne-temps, bref, autant de dispositions qui permettent de mobiliser plus fortement les personnels. Voilà pour ces éléments de benchmark. Alors, quelques éléments, c'est assez large, ça touche pas mal de sujets, bien sûr, quelques éléments de réaction ou de rebond. Vincent Macchi, on commence par vous. J'ai noté le catalogue est très long dans ce que vous avez énuméré. Ce que je retiens quand même, il faut, attention, il y a des situations extrêmement différentes, notamment autour du télétravail que vous avez évoqué. Effectivement, le prolonger, c'est une chose, mais il y a pas mal de secteurs que vous avez cités, commerciaux notamment, où il y a des contacts avec la clientèle. Il y a d'autres secteurs où les gens peuvent, parce que c'est culturel et parce que l'activité le permet, peuvent télétravailler dans une immense majorité. ST Microelectronics peut-être, bien qu'il y ait une activité de production également. Et puis, nos secteurs, nous, dans l'industrie, où nous avons des ouvriers qui travaillent dans des usines et qui évidemment, ne peuvent pas télétravailler. Donc, le recours au télétravail, de ce point de vue-là, il faut vraiment le nuancer. La possibilité de recours au télétravail, il faut vraiment la nuancer, notamment en ce qu'elle porte parfois une forme d'inéquité entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Donc, ayons bien ça en tête. Ensuite, dans les idées que vous avez données, il y en a un certain nombre qui sont en résonance avec ce que nous avons fait, par exemple, notamment sur l'accompagnement au retour sur site, qui est extrêmement important. De notre point de vue, nous avons créé des kits et des petites formations pour que les managers, notamment, puissent se former au réaccueil des salariés. Nous avons, je parle un peu de Safran, parce que c'est aussi à ce titre que j'interviens, mis en place durant le confinement, et ça se prolonge, des actions de soutien psychologique en France et dans le monde, partout, avec des hotlines ouvertes pour que les gens puissent exprimer leur anxiété. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a eu quelques appels, pas énormément, mais il y en a quand même eu, et beaucoup tournaient autour du télétravail en tant que tel. Enfin, en fait, le fait de travailler en étant confiné, c'est un petit peu différent. Et je crois qu'il faut poursuivre ça. Et puis, nous avons aussi besoin, je crois, on le voit dans les témoignages que vous avez cités, nous avons besoin de bien soigner l'après. Et cette période de transition vers un retour à une vie normale, qu'on espère la plus rapide possible. Mais il faut bien soigner l'après et cette période de transition qui s'ouvre. Alors, là aussi, des situations très diverses suivant les secteurs. Vous avez cité notre secteur aéronautique qui commence finalement une crise dont on ne sait pas combien de temps elle va durer, mais là, on a un soutien à faire à la fois du point de vue psychologique, bien évidemment, managérial, et puis soutien à cette période de sous-activité qui s'ouvre. Comment on va y faire face, quelles mesures on va pouvoir utiliser dans ce que vous avez cité notamment, qui est issu d'une déclaration commune de l'UMN et de 3 organisations syndicales. Donc une forme d'activité partielle de longue durée qui pourrait voir le jour dans les prochaines semaines. Comment on va mettre tout ça en place, avec là aussi, pour ce qui nous concerne, des choses très, très spécifiques qui sont
parce que nous sommes sur des temps longs dans nos métiers, le maintien de compétences, le maintien d'expertise, la possibilité de former des gens durant ces périodes de sous-activité. Donc, il faut qu'on arrive à construire tout ça, et évidemment, ça passe par des négociations avec les partenaires sociaux. Nous les avons entamées pour ce qui nous concerne ces 15 derniers jours. Nous les avons entamées. On appelle ça la transformation d'activité. C'est vraiment comment faire face à 12 à 18 mois, dans le meilleur des cas, de crise qui démarre maintenant. Et oui, et ça, ce sont des éléments prospectifs. Alors, très intéressant. On aura peut-être l'occasion d'y revenir à la fin de cette séquence. Juste encore quelques mots. J'évoquais tout à l'heure l'une des dispositions nouvelles de votre accord, les sentinelles préventeurs. De quoi s'agit-il ? Il s'agissait, puisque nous avions repris à petite dose le travail dans certaines de nos unités de production, d'avoir des garants, référents autour de notre protocole sanitaire. Donc des salariés opérationnels, pas forcément issus des CSSCT, pas forcément issus du management, enfin des gens qui soient volontaires et qui regardent de façon très objective comment le protocole était respecté, comment les salariés eux-mêmes l'appliquaient, nous fasse remonter également ce qu'il pouvait y avoir comme dysfonctionnement, difficultés, etc. Mais quelque chose qui vraiment se situait hors toute forme hiérarchique, hors instance aussi. Oui, hors instance, hors hiérarchie, vraiment des collègues qui viennent aider et échanger et faire remonter des éléments. La dimension anxiété, quand même, dans cette reprise que nous avons eue dès la fin mars, était importante. Donc, il était absolument nécessaire que l'on puisse avoir des choses qui rassurent les salariés et qui nous permettent d'améliorer ce qui devait l'être. Luc Desaisnes, quelques éléments de rebond ou d'écho à ce benchmark ? Oui, situation à nouveau différente chez nous, comme je l'ai évoqué, vu que l'activité est maintenue, voire même légèrement augmentée. Donc, la reprise, en définitive, sur site va être lente, à mon sens, et progressive. Alors, de toute façon, à l'heure actuelle, nous, le directeur général de la Caisse des dépôts, a donné plutôt des consignes de maintenir à chaque fois possible le télétravail pour l'ensemble des personnels de la Caisse des dépôts. Donc, c'est toujours le cas sur ce mois de juin. Est-ce que ça va l'être sur le mois de juillet ou août ? Ça va être des discussions que nous aurons aussi prochainement, en sachant qu'au niveau du dialogue social, depuis le début, les membres du CSCT sont régulièrement informés et participent à chaque étape des décisions qui sont prises collectivement, même si, in fine, c'est la direction de la Caisse qui donne les orientations. Mais il y a un véritable dialogue social sur ce terrain. Alors après, sur les mesures proprement dit, tout a été mis à la Caisse des dépôts pour y rentrer aujourd'hui. C'est lavage des mains, c'est le masque, c'est une personne par ascenseur. Enfin, je ne vous décris pas tout le protocole parce qu'il serait trop long, mais c'est sécurité absolue. Par contre, moi, j'y vois un inconvénient. Ça, c'est possible sur 100, 200, 300, 400 personnes qui viennent travailler par jour, mais ce n'est pas du tout possible sur 6000. Donc, se posera la question inévitablement. On a des ascenseurs de 12 à 15 places. Aujourd'hui, on a le droit de monter qu'à une personne. Donc, ça, ce n'est pas possible demain. Donc, il faut réfléchir un petit peu à tout ça et ça fait partie des discussions que nous avons en ce moment. Petit complément de réponse, j'évoquais dans le plan de reprise communiqué par la direction de la Caisse des dépôts, il y a eu une concertation assez active en amont. Il est évoqué un sondage climat social en réflexion. Alors finalement, est-ce que ce sondage, cette enquête va être menée ou pas ? Elle est faite. Elle est faite, effectivement. La direction a décidé de lancer un sondage interne il y a à peu près une quinzaine de jours, sur une période d'une semaine. On a eu une communication des résultats et on a commencé à les analyser avec la direction de la Caisse des dépôts. D'abord, très grosse participation.
plus de 75% des personnels ont répondu. 2, on est dans le climat général du pays ou du petit sondage qui a été fait précédemment. On a aux alentours de 70 à 80% des personnels qui souhaitent demeurer en télétravail. Alors, quand on parle du télétravail, ce n'est pas systématiquement toute une semaine, hein, bien évidemment, mais en tout cas, ils plébiscitent ce mode de travail parce qu'ils y ont trouvé, je pense, pour beaucoup, un intérêt. Ce qui a changé, mais on en parlera peut-être dans une autre partie, ce qui a changé, c'est les mentalités. Et effectivement, on avait certains directeurs métiers chez nous qui étaient hostiles parce que, en gros, un patron doit avoir ses salariés sous la main et tout de suite. Et nous, on plaidait plutôt à l'UNSA pour un développement du télétravail à distance parce qu'on avait un télétravail classique. En gros, on est pour un télétravail libre qui soit fait sur la confiance entre le manager et le salarié. Donc, notre débat tournait autour de ça. Aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que les mentalités vont changer automatiquement, que ce soit des partenaires sociaux ou de la direction de la Caisse des dépôts, parce que on s'est aperçu, et ça c'est indéniable, que le travail est aussi bien fait, qu'on soit à distance ou qu'on soit en présentiel. Le constat est très net. Donc du coup, je pense que c'est un des sujets, c'est le sujet de l'année en tout cas chez nous, de discussion et de négociation qui va se faire. Et on reviendra effectivement sur vos agendas sociaux respectifs. Alors, on va proposer aux participants un deuxième sondage qui finalement est très lié à la confiance et à la reprise dans des conditions sûres. La question est la suivante. Les PCA, les plans de continuité d'activité et plans de reprise, doivent-ils faire l'objet d'un avis favorable majoritaire des instances? Bien sûr, légalement, il faut consulter, il n'y a pas une obligation. La question est plus de est-ce que vous considérez que pour que la reprise se fasse dans de bonnes conditions, avec une confiance du corps social, comme on dit, on doit rechercher cet avis majoritaire pour éviter la situation qu'on peut tous voir avec des échos médiatiques d'entreprises pour lesquelles effectivement la reprise s'avère particulièrement compliquée. Donc on a les votes qui sont en train de se faire et je vais faire réagir Vincent Macchi. Donc c'est un petit peu partagé, mais assez majoritairement c'est oui, avec 25% des participants qui ne savent pas et 13% qui disent non. Est-ce que vous considérez, vous, que ces avis doivent être absolument majoritaires? Et on loue souvent la qualité du dialogue social. Alors, c'est parfois un exercice un peu théorique. Est-ce que, en temps de pandémie, ça fait vraiment cette fois la différence? Oui, enfin, on a découvert les choses quand même. Et effectivement, on a des plans de continuité d'activité dans l'industrie qui sont régulièrement remis à jour, qui envisagent toutes sortes de problèmes, difficultés, catastrophes, etc. Donc, ces plans ne sont pas négociés en tant que tels, ce sont vraiment des plans industriels. Pour ce qui concerne les plans de reprise qu'on a connus, si ça peut faire l'objet d'un avis favorable majoritaire, évidemment, plus c'est partagé, mieux c'est. Donc, pourquoi pas? Pour ce qui nous concerne, nous avions un plan de reprise qui a vocation à s'appliquer de façon mondiale. Et dans ce contexte-là, il était un peu difficile d'en faire un élément négocié. Donc, nous avons eu un premier protocole de reprise au tout début de confinement, qui était par ailleurs complètement partagé avec les CSE en France. Lesquels nous ont ensuite accompagnés sur le terrain pour la mise en place. Donc, on a des plans de reprise qui ont été partagés avec les instances, et ça, de toute façon, il faut le faire, hein, c'est indispensable. Et puis, pour ce qui concerne notre grand protocole de reprise post-confinement, sa vocation mondiale ne nous permettait pas d'en faire un élément négocié, mais néanmoins partagé. Voilà. Mais question au miroir à tous les deux. Alors Vincent Macchi d'abord, Luc Desaine ensuite, sur les relations sociales pendant la pandémie.
À Safran, quelle a été la nature de ces relations sociales et la fréquence de ces relations sociales? Et question un peu subsidiaire, dans les supports de communication vis-à-vis des salariés qui étaient particulièrement en attente d'informations pendant la période, quels ont été vos choix, vos partis pris? Alors, du point de vue des relations sociales, alors là aussi, France uniquement, nous avons fait le choix de maintenir un lien. On a un peu tâtonné au début, et puis finalement, on a abouti à ce que nous ayons au niveau central des relations quotidiennes, des rendez-vous quotidiens avec nos délégués, nos coordinateurs syndicaux pour le groupe, nos super délégués syndicaux centraux, si vous voulez, qui sont 4 pour chacune de nos 4 organisations syndicales, donc 16 personnes que tous les jours je réunissais à 18h pendant une heure. Et pendant une heure, on échangeait sur ce que nous avions à dire, sur ce que eux avaient à dire, sur des remontées, sur des doléances, sur des questionnements. Et l'histoire, ces 2 mois nous ont montré que c'était absolument important de maintenir un lien, quitte à ce que nos réunions parfois soient plus courtes. Ce qui nous a permis, par exemple, de présenter les protocoles de déconfinement, de faire intervenir le médecin du travail, de faire intervenir d'autres dirigeants du groupe pour présenter des éléments de chiffres, par exemple. Et je crois que ça a aidé, évidemment, à ce que les choses se passent du mieux possible. Tout ça étant fait par téléphone, et nous avons aussi d'ailleurs inauguré la négociation par téléphone, les réunions par téléphone, et ça s'est plutôt bien passé, en tout cas de mon point de vue. Nous avons pu maintenir également des réunions de comités d'entreprise européens avec des systèmes de traduction simultanée qui ont plutôt fonctionné. Nous avons pu maintenir des réunions de comité de groupe également. Donc, on a pu fonctionner, on a innové tous, et il faut qu'on en tire quelques leçons pour l'avenir et pour la façon dont on va fonctionner. Maintenant, c'est vrai aussi que dans des réunions de négo, c'est pas plus mal de voir les visages des uns et des autres et d'interagir tous ensemble, c'est évident. Mais en tout cas, ça, de mon point de vue, ça a fonctionné, et on a eu une forme de dialogue social plutôt apaisé, plutôt serein. Alors ici et là, on a beaucoup de sites en France, ici et là quelques débuts de droit d'alerte, quelques DGI, mais pas en très grand nombre. Danger grave et imminent, bien sûr. Absolument, et avec sur le terrain des équipes RH et des partenaires sociaux qui dialoguaient, parce que les équipes RH, rappelons-le, ont été extrêmement sollicitées durant ces 2 mois. Alors, avant de demander à Luc Deseine comment, cette fois-ci, d'un point de vue syndical, l'UNSA du groupe a communiqué à destination des salariés, 2 questions qui vous sont adressées à l'un et à l'autre d'ailleurs. La première, n'y a-t-il pas une attente des salariés en télétravail de revenir travailler sur site? Et la deuxième question porte aussi sur le télétravail. Quelles mesures pourraient être recommandées pour éviter les surcharges de travail en télétravail? Pas de temps de pause, réunions qui se succèdent sans arrêt, etc. Vos éléments de commentaires, de réponses à l'un et à l'autre. Qui est-ce qui veut réagir? Moi, je veux bien en dire un mot, parce qu'on est en train de vivre la fin du télétravail, la diminution du télétravail. On a constaté, c'est un peu difficile, parce que le télétravail qu'on a connu n'est pas un télétravail normal. Les situations familiales sont diverses, suivant qu'on a une maison ou un petit appartement, suivant qu'on a 3 enfants ou pas d'enfants, enfin, les gens ont vécu des situations très diverses, et certains étaient demandeurs de revenir, c'est évident. En région parisienne, on constate aussi que les gens sont, dès lors qu'ils doivent prendre des transports en commun, ils sont plutôt réticents. Mais ce qu'on a constaté dans les premiers retours en tertiaire, c'est qu'il y avait un certain plaisir à se revoir. Voilà, c'est les premiers jours, et à se mettre dans une salle de réunion, à échanger, à parler, et on retrouve des choses finalement de la vie normale qui ont une certaine richesse. Mais en tout cas, il y a une leçon à retirer sur le fait que le télétravail aussi a montré sa pertinence dans cette période, et que nous avons pu travailler, et que nous avons vraiment
tous, pour certains, découvert le télétravail. Et encore une fois, à nuancer en fonction des conditions particulières des uns et des autres. Voilà. Luc Desailles ? Oui, je reviendrai tout à l'heure sur le sujet d'avant, mais sur ce point-là, très clairement, nous aussi, on a une population, pour certains, qui veulent revenir un petit peu travailler pour les raisons que Vincent a évoquées juste avant. Il y en a aussi qui rester tous les jours chez eux avec des enfants, etc. C'est compliqué pour télétravailler. Si vous avez un petit enfant, faire du télétravail, c'est mission quasiment impossible. Donc, il y a une partie de la population qui souhaite revenir. Et puis, il y a une grande partie qui souhaite effectivement, je pense, panacher les deux. Donc, c'est des enjeux qu'on va avoir. Et nous, dès à présent, parce que des négociations débuteront bientôt sur ce sujet à la Caisse des dépôts, ont même débuté, pour tout dire, fait qu'il faut effectivement se mettre des barrières par rapport à la question de Florence. Il faut se mettre des barrières en termes d'horaire, il faut se mettre des barrières en termes de messages. On peut envoyer un message, mais on n'est pas obligé d'y répondre dans la seconde. Voilà, donc on a tous ces points-là à aborder, mais pour moi, ça va dans la négociation d'un accord complet. C'est pas que des mesures ponctuelles. Voilà. Parce que finalement, on a beaucoup de pratiques informelles qui se sont développées avec des salariés, on le disait tout à l'heure, qui n'étaient pas éligibles jusque-là et qui ont été en télétravail sans finalement sensibilisation préalable, formation préalable, etc., et qui un peu sur le tas commencent à apprendre à gérer, mais qui n'ont pas toujours les conditions requises. Luc Desailles, pour prolonger la réponse, quelle communication syndicale à destination des salariés pendant la période avec un parti pris assez atypique de l'UNSA, groupe Caisse des dépôts, avec la création de minutes assez régulières. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, je vais y venir, si tu permets, Nicolas. Je voulais juste dire, je voulais revenir quand même 2 minutes sur le plan de reprise d'activité. Chez nous, il a été négocié, discuté et voté. Et l'UNSA a voté pour, mais on a vu aussi un clivage entre syndicats. Et je pense que c'est bien de le dire aussi. On a vu les syndicats dits réformistes, qui sont majoritaires à la Caisse des dépôts, l'UNSA, la CFDT, la CGC, travailler de concert pour avoir le meilleur plan de reprise et aller jusqu'à un vote favorable, parce qu'à la fin, on avait obtenu quasiment toutes nos demandes. Et on a vu, paradoxalement, la CGT et le SNUP. Le SNUP a une tendance un peu sud à la Caisse des dépôts. On les a vus être plutôt dans, un refus. Ils ont été jusqu'à des votes contre, un refus, mais presque un refus idéologique. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a quand même dans le syndicalisme aussi 2 tendances qui se dessinent, et je pourrais le démultiplier sur quasiment tous les sujets. Alors, c'est pas l'objet du débat, mais il me semble important de le voir, et ça se traduit dans les votes. Ça se traduit d'ailleurs dans les discussions, et j'en viens tout de suite à la minute, dans les discussions que nous allons avoir sur l'activité télétravail. On a eu une première réunion. On a la majorité des syndicats, CFDT, CGC, UNSA, qui veulent négocier, parce qu'en plus, il y a une demande de 70% du personnel, ce qui est quand même énorme. Et on a, par exemple, la CGT et le SNUP, là je reprends, qui ont dit on pourrait voir ça l'année prochaine. Donc, en gros, ne nous pressons pas. Donc, on voit tout de suite 2 tendances dans notre maison. Alors après, au niveau de la communication, et je t'en remercie, c'est vrai que nos équipes, alors on a l'avantage d'avoir un accord sur le droit syndical bien ficelé à la Caisse, qui nous permet de donner de l'information au personnel par mail, notamment, ou alors à nos adhérents et à nos sympathisants lorsqu'un fichier est fait. Donc, à quelle fréquence ? Alors, on a obtenu, par exemple, sur la période, on a le droit à 2 mails par mois. Mais sur la période, là, on a obtenu 10 mails supplémentaires parce qu'il fallait informer tous les syndicats, bien évidemment. On a obtenu, et ça permet quand même donc de faire en gros 3 mails par mois pour donner à l'ensemble des personnels d'information et de communication. Et donc, nous, nos équipes aussi, qui étaient du coup en travail à distance, une partie de nos équipes ont développé ce qu'on appelle la Minute UNSA. Et là, on a fait ce qu'on appelle dans notre jargon du syndicalisme de service. C'est-à-dire que ce n'était plus une communication spécialement pour ou contre un accord ou pour ou contre une réunion sur tel ou tel sujet, mais plutôt de l'information qu'on a fait sur le confinement et le déconfinement,
des informations pratiques vis-à-vis des personnels qui étaient chez eux, des informations leur donnant des conseils sur le sport, par exemple. Voilà. Et je pourrais le développer sur d'autres thèmes, donc qui débordent du terrain syndical. Et alors là, on a eu un gros succès avec en plus un pic. On a un site internet, voilà, avec un pic de consultation qui est monté de 150%. Vincent Macchi, question justement pour rebondir sur ce que disait Luc Deseine, autorisation un peu exceptionnelle de communiquer différemment. C'est vrai qu'on trouve dans certains accords d'entreprise des dispositions particulières puisque la distribution de communication syndicale ou de tracts n'est plus possible sur site. Donc, on voit parfois des accords qui évoquent de manière assez détaillée et très précise. Comment les organisations syndicales, c'est une question qui est posée par un participant, peuvent-elles communiquer vers les salariés en télétravail, la distribution classique n'étant plus possible? La diffusion de tracts sur les adresses professionnelles est-elle autorisée? Vous, de votre côté, vous avez fait quoi et qu'est-ce que vous envisagez pour les prochaines semaines? C'est une question posée par Marc Aubry, que je connais bien, et la diffusion de tracts classiques, effectivement, n'est plus possible. En tout cas, il y a un contact manuel. Et nous, on a eu des demandes qui ont été faites et on a un peu renvoyé vers les sociétés parce qu'il y a des accords dans les sociétés qui ne sont pas les mêmes. Donc, on n'a pas pris une position globale. Il y a un système de messagerie syndicale autorisé. Et puis, dans une conversation, moi, j'ai poussé quand même les organisations syndicales à utiliser les applis. On va développer des applis. Certaines organisations syndicales dans le groupe ont des petites applis sur iPhone qui sont plutôt bien alimentées. Je ne nommerai aucune organisation syndicale. Et il me semble que c'est complètement l'outil qu'il faut savoir utiliser. C'est-à-dire que chaque salarié choisit son organisation syndicale, l'appli de l'organisation qui peut l'intéresser, voire toutes. Moi-même, j'en ai installé, ce qui me permet d'avoir des informations. Et vraiment, c'est immédiat dès lors que le site est bien alimenté et à jour, etc. Mais il me semble que c'est quelque chose que les organisations syndicales devraient développer davantage localement. Voilà. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de... Il y a un accord, celui de Total, si mes souvenirs sont bons à vérifier quand même, mais qui prévoit que la communication est faite par la direction et renvoie vers une plateforme où sont déposées les communications syndicales. C'est-à-dire que pour pallier l'impossibilité de distribuer des tracts, la direction a prévu de s'adresser, il y a plusieurs entreprises d'ailleurs qui ont fait ça, hein, de s'adresser à tous les salariés en leur disant « vous pouvez retrouver les communications syndicales sur la plateforme en cliquant sur le lien ou les liens suivants ». Est-ce que ça peut être une alternative à une communication directe des organisations syndicales vers les adresses professionnelles qui souvent suscitent quelques réticences dans les directions d'entreprise? Oui, pourquoi pas. Enfin, attention à ce que trop d'informations ne tue pas l'information dans la communication. C'est-à-dire que plus vous avez de sites et plus vous avez d'organisations syndicales par site, ce qui est notre cas, plus les choses sont abondantes. Donc, si ces choses-là doivent se mettre en place, à mon avis, il faut que ce soit très encadré. Peut-être uniquement les communications de site, ou uniquement les communications de groupe, ou uniquement les communications d'entreprise, mais l'idée est intéressante, effectivement. J'avoue que vous ne connaissez pas. Je relais le commentaire d'un des participants, Philippe Géry. Le télétravail est à déployer avec pragmatisme en tenant compte des réalités du travail et d'environnement personnel de chacun. Oui, pour des accords qui régulent la situation, mais faisons d'abord un retour d'expérience le plus complet possible. Ne nous précipitons pas dans des accords. Alors, ça me permet la question de transition et la question pour conclure cette séquence aussi, question adressée à tous les deux sur vos agendas sociaux respectifs des prochains mois. On a déjà un peu commencé à l'évoquer avec vous, Luc Deseine, le télétravail notamment. Alors le télétravail pour faire quoi? Est-ce qu'il y a d'autres sujets, d'autres enjeux forts des prochains mois? Et même question ensuite à Vincent Macchi qui a évoqué très rapidement tout à l'heure la gestion de la sous-activité, les formations massives et je vous demanderai peut-être de préciser quelques pistes ou d'aller sur des hypothèses de travail. Luc Deseine?
Oui, alors assez brièvement, le dialogue social a continué. Chez nous, tout azimut et en version Skype. Hein, voilà, effectivement des réunions sur tous les sujets. Les 3 thèmes, alors sur le mois de juin, là, on va finaliser aussi un petit accord CET qui permettre justement d'avoir un accord CET un petit peu plus ouvert que celui qui était. Après, donc, pour le déplafonner. Hein, le déplafonner, avoir une alimentation un petit peu plus riche. Voilà. Donc là, c'est en bonne voie et ça devrait être signé avant la fin du mois de juin. Deuxième accord, mais qu'on a reporté de quelques semaines ou de quelques mois, on avait un accord sur le don de jour. Et là, on veut élargir cet accord sur le don de jour et l'enrichir. Donc, ça sera sur le dernier trimestre, y compris, pourquoi pas, pour donner des jours, voire à l'extérieur de la Caisse des dépôts, ce qui est impossible. Je pense notamment au débat qui est tourné autour est-ce qu'on peut aider le monde hospitalier, etc. Bon, voilà. Donc, et là, juste petite précision, enfin petit complément, 2 accords très récents permettent ce don de jour à des associations en externe. Celui de Total, jusqu'à 3 jours, qui peuvent être donnés à l'une des 4 associations mentionnées dans l'accord. Celui d'EDF, qui permet de donner jusqu'à 7 jours, et là aussi à un certain nombre d'associations. Voilà, pardon, donc, je vous laisse poursuivre. Non, de rien, Nicolas. Donc, effectivement, on va travailler à ce deuxième accord. Et le troisième, le plus important, alors, c'est qu'on avait commencé la négociation d'un accord qualité de vie au travail qui a été stoppé, en définitive, vu la crise, et donc qui a repris, là, il y a 8 jours, avec maintenant un cycle de séances toutes les semaines, quasiment avec le DRH, pour essayer d'aboutir, si possible, vers mi-juillet à un accord. Alors, cet accord QVT comporte de nombreuses demandes ou de pérennisation d'expérience. Je pensais à la semaine de 4 jours, sur lequel nous, l'UNSA, on est très favorable. Donc, il y a une expérience là aussi positive à la Caisse des dépôts avec 90% de personnel qui l'ont testé. Il y avait 100 personnes et là, un retour quasi unanime des gens aussi de le voir. Ça a des impacts sur les bornes du temps de travail. Je le disais aussi sur l'utilisation des smartphones. Peut-être, alors nous, on est opposé à fermer le smartphone à telle heure, hein, à 20h par exemple, mais on serait assez favorable que si les gens reçoivent des messages après 20h, ils ne soient pas obligés d'y répondre à 22h, ils puissent y répondre que le lendemain. Donc on veut calibrer tout ça. Mais le point le plus essentiel qui va être dans cet accord QVT, c'est effectivement ce travail à distance libre sur lequel nous, notre organisation l'UNSA aujourd'hui, on revendique au minimum une journée par semaine, mais on est loin même de l'attente des salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'attente des salariés, c'est de pouvoir travailler 2 à 3 jours par semaine de leur domicile. Et c'est relativement très fort partout sur le territoire, mais surtout en Île-de-France, où les gens qui viennent travailler à la Caisse des dépôts mettent en moyenne, quand tout va bien, entre 2h et 2h30 de temps dans le transport. Oui. Et avec des jours qui peuvent être flottants. Et on a vu d'ailleurs dans les accords signés ces 2-3 dernières années, les accords télétravail dans des entreprises qui le pratiquaient déjà, que les générations 2 et 3 des accords comportaient souvent une disposition qui allait au-delà de jours fixes dans la semaine et qui permettait ces jours flottants. Vincent Macchi, Je termine juste, Nicolas, c'est complètement notre demande, mais et la dernière problématique qu'il faut qu'on s'interroge, c'est les espaces de bureau. La tendance des dernières années était l'open space et de mettre, j'ai coutume de dire, des gens dans des boîtes à sardines, il y a 4 personnes dans 8 mètres carrés. Je crois que cette logique employeur qui se développait, mais qui est aussi un effet de mode, je pense, peut-être aussi de mode avec des raisons économiques, ne peut plus être demain celui-là. On ne peut plus aujourd'hui, la direction comme les syndicats ne peuvent plus penser que l'open space est l'avenir du développement de bureaux. Donc ça aussi, ça fait partie des négociations qui doivent se mettre en place. Merci. Sur le télétravail, effectivement, je suis d'accord avec la réflexion qui a été, la remarque qui a été faite par Philippe Géry sur le déploiement avec pragmatisme. Mais encore une fois, on n'a pas vécu un télétravail normal, hein, rappelons-le. Et de toute façon, du fait de la distanciation physique
nous est imposé pendant quelques mois encore. Je pense que nous allons devoir maintenir du télétravail. Nous avons réaménagé un peu nos open space. De fait, on est obligé de maintenir cette organisation, ne serait-ce que pour ces raisons-là. Donc pas de précipitation là-dessus. Notre agenda social à nous, évidemment, il est complètement lié à la crise qui a démarré il y a 2 mois, et nous sommes, je n'en dévoilerai pas beaucoup parce que c'est une négociation qui démarre, mais nous sommes vraiment dans une période de réflexion, d'orientation sur ce que doit être notre organisation, ce que doit être notre façon de travailler dans les 18 mois qui viennent. C'est ce que nous partageons avec les partenaires sociaux, mais vous imaginez bien qu'une baisse d'activité de 30, 40, 50% par endroit doit amener à ce qu'on réfléchisse très sérieusement à la façon dont nous organisons la charge de travail de chacun. Nous avons déjà pris un certain nombre de mesures dans d'autres pays où nous sommes implantés, aux États-Unis, au Mexique, en Grande-Bretagne. Avec une réduction de voilure parfois assez forte dans ces pays-là. Des réductions de voilure qui sont publiques. Donc la situation est quand même extrêmement préoccupante pour le secteur aéronautique. Et c'est ce que nous pour vous, je vous interromps 2 secondes, l'enjeu pour vous, pour éviter des restructurations qui parfois peuvent se faire ailleurs, faute d'un système social, d'un filet social adapté, l'enjeu pour vous, c'est de réduire l'activité tout en faisant en sorte d'éviter les politiques de stop and go, c'est-à-dire sans trop réduire les effectifs, ou en essayant même de conserver les effectifs, en les formant massivement et en demandant peut-être à ce que la sous-activité soit effectivement prise en charge par les pouvoirs publics. C'est la demande de la métallurgie. Le système d'activité partielle dont on avait bénéficié jusqu'à présent est un système plutôt généreux et qui a fait ses preuves. On va avoir un nouveau système, enfin 2 systèmes qui vont cohabiter. Donc nous allons regarder jusqu'où nous pouvons profiter de ces nouveaux dispositifs de façon à préserver au maximum ce que nous pouvons préserver. Il est bien évident que si nous devons diminuer le temps de travail des salariés comme ce sera proposé dans le futur dispositif d'activité partielle longue durée, s'il doit s'appeler comme ça, il faudra qu'on regarde comment on occupe les salariés dans ces périodes d'inactivité, si on les occupe et comment on les occupe. Donc, si nous pouvons mettre à profit les périodes de sous-activité des uns et des autres pour faire de la formation et notamment approfondir des domaines qui doivent l'être ou ouvrir les salariés sur des nouvelles technologies, car dans un plan de soutien aéronautique qui est en gestation auprès des pouvoirs publics, il y aura probablement des réorientations technologiques. Donc, ça nous amènera peut-être, on ne sait pas encore le contenu de tout ça, à devoir former les gens, bien évidemment, et à regarder ce qu'on peut utiliser comme outil. Mais c'est une période de sous-activité que nous ne savons pas mesurer. Oui, et on comprend que la négociation est en cours et nous suivrons ça. En tout cas, AEF Info suivra avec attention dans les prochaines semaines l'avancée de ces discussions. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour la qualité, la richesse de vos 2 témoignages. Si les participants souhaitent laisser des commentaires sur cet atelier, sur l'échange, sur le format, sur des suggestions, bien sûr qu'ils n'hésitent pas. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont posté des commentaires et des questions. Et je vous reprécise à tous que vous recevrez dans la journée à la fois un lien vers le replay de cette heure d'atelier, la synthèse des accords qui ont été mentionnés, ainsi que les accords eux-mêmes. Voilà, merci à tous pour cet atelier particulièrement riche et interactif. Merci beaucoup et bonne journée. Et je vous donne rendez-vous pour ceux qui le souhaitent à nos prochains ateliers. Le prochain, c'est mercredi 10 juin. C'est sur la nouvelle donne du dialogue social et ce sera entre 10h et 11h. Merci. Parfait. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.